Imagine une époque où la Formule 1 est devenue complètement folle. Une décennie extrême où des petits garagistes se battent contre des multinationales pour la suprématie sur la piste sur fond de conflits politiques. Un âge d'or du sport auto où les voitures prennent des allures de grenades dégoupillées, que ce soit en rallye, en endurance ou en Formule 1. Les plus hautes puissances jamais vues en Formule 1, les innovations les plus dangereuses et les voitures les plus extrêmes, bienvenue dans l'ère des turbos. Mais avant qu'on commence, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez dormir? Non? Alors c'est sûrement que votre literie est mauvaise. Donc vous serez intéressé par le sponsor de cette vidéo, Emma Sleep. Regardez cet homme dans son lit. Vous semble-t-il à son aise? Bah non, parce que cet idiot dort directement sur les lattes. C'est vrai que c'est quand même pas très confortable. Heureusement, grâce au produit Emma Sleep, découvrez les joies d'un vrai sommeil réparateur. Récompensé par l'UFC Que Choisir, le matelas Emma Original Light vous propose une qualité de rompichage hors norme, avec ses mousses à mémoire de forme, s'adaptant à toutes les morphologies et styles de position. Et comme un bon sommeil, ça commence par un esprit apaisé, Emma garantit ses matelas 10 ans et vous laisse jusqu'à 100 nuits d'essai avec livraison et retour gratuit. Vous pouvez même payer en 3 ou 4 fois, comme ça, pas de tracas, pas de risque, Emma Sleep. Couille, vous avez déjà un matelas? Bravo! Mais Emma est quand même là pour vous, avec une large offre d'accessoires pour votre sommeil. Comme des couvertures avec cette formidable couette lestée aidant à diminuer le stress et favoriser le sommeil profond. Ah ouais, là le sommeil est abyssal. Du 6 au 16 février, profitez des promos d'hiver Saint-Valentin avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr pour offrir à votre moitié des nuits merveilleuses. Et en plus de tout ça, avec le code AVENTA, vous pourrez ajouter moins 10% sur les produits en promotion. Dépêchez-vous, le code n'est disponible que jusqu'au 23 mars à minuit. Sur ce, merci à Emma pour le sponsor, donnez de la force aux partenaires qui font vivre la chaîne et bonne vidéo. On est en 1977 et ça fait plus de 15 ans que la Formule 1 est dominée par un moteur, le Cosworth DFV. Parce que contrairement à aujourd'hui, la F1 à l'époque, c'est surtout des petites équipes qui achètent des moteurs déjà pris pour la course à des motoristes. Et le DFV, c'est la resta des circuits. Un moteur puissant, léger, indestructible, mais surtout pas cher. C'est simple, si tu veux gagner en Formule 1 à l'époque, c'est un DFV qu'il te faut. Là-dessus, quand Renault veut s'engager en F1, ils veulent frapper un grand coup. Et pour eux, c'est hors de question d'utiliser le moteur Cosworth. Déjà parce que c'est une entreprise qui appartient à Ford, mais surtout parce que eux ont déjà investi plusieurs millions dans une technologie qui s'appelle le turbo. C'est un truc qui vient de l'aviation à la base. C'est utilisé sur les moteurs d'avions à hélice pour leur permettre de générer plus de puissance et donc d'aller beaucoup plus vite. Voilà comment ça fonctionne. Un moteur, pour générer de la puissance, ça a besoin de 3 choses. D'un truc qui prend feu, de l'essence, de quoi l'allumer, une étincelle, et de quoi l'entretenir, de l'air. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, il y a un rapport très précis à respecter entre l'air et l'essence. Donc si tu veux générer plus de puissance, il faut que tu amènes plus d'air. Et c'est à ça que ça sert le turbo. Son but, c'est d'aspirer un maximum de comburant à l'intérieur du moteur pour que ça pète le plus fort possible à l'intérieur. Pour ça, on ajoute une turbine qui va être actionnée par les gaz d'échappement et qui va forcer l'air à rentrer à l'intérieur du moteur. Sur le papier, c'est génial. Ça permet de démultiplier la puissance d'un moteur. Et c'est justement ça que Renault croit. Et pour que ça puisse arriver, ils sont très bien entourés puisqu'ils fabriquent leur moteur avec Gordini. C'est un très grand motoriste français, qui est d'ailleurs le concurrent direct de Cosworth. Et avec eux, Renault a déjà fait des miracles puisqu'ils ont réussi à gagner les 24 heures du Mans ensemble avec un V6 turbo. Maintenant, ce que veut la marque française, c'est gagner en Formule 1 avec ce moteur, pour prouver au monde entier que le turbo, ça tabasse. Donc on est à la fin des années 70 et Renault débarque en Formule 1 avec une voiture complètement nouvelle, un véritable laboratoire sur roue, la RS01. C'est officiel. Renault et Elf engagent leur grand pari. C'est à ce moment-là la F1 la plus chère jamais conçue. C'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'un grand constructeur s'engage en Formule 1. Et la Renault, avec ses 500 chevaux, c'est la voiture la plus puissante de la grille. Autant dire que c'est impossible de la rater. Surtout qu'en plus de ça, Renault est allé chercher le jaune le plus criard qu'ils avaient en stock pour être certain qu'elle ressorte bien au milieu de la grille. Et effectivement, cette RS01, elle va pas passer inaperçue. La Renault a une fiabilité catastrophique. Elle est à peine capable de faire quelques dizaines de tours. C'est simple, à l'époque, quand tu regardais une course de Formule 1, la seule chose qui était sûre, c'est qu'à un moment, il y allait avoir un énorme nuage de fumée blanc qui allait napper le circuit et qui aurait comme origine la RS01.
C'est tellement systématique que les Anglais, qui aiment globalement bien se foutre de la gueule des Français, l'appellent la théière jaune. Parce que sur cette Renault, à chaque course, il y a le moteur qui lâche, des pièces qui fondent, qui se fissurent, et quand c'est pas le moteur, c'est tout le reste qui est autour. Donc la boîte, les suspensions, l'électronique, la direction, tout ce qui peut foirer, ça foire. Il aura fallu 1 an et demi pour terminer une course. Et même là, ils n'ont pas pu faire mieux que 10e. Pour l'image de Renault, c'est catastrophique. Mais quand ils vont commencer à terminer les Grands Prix, tout le monde en face va avoir très peur. Parce que lorsqu'elles marchent, les Renault, il n'y a personne qui est capable de rivaliser avec. Ce qui fait qu'il y a plusieurs écuries qui vont commencer à expérimenter avec la technologie. Le truc, c'est que le turbo, ça coûte très cher. Donc ça va être uniquement les grosses équipes qui ont des constructeurs derrière elles qui vont pouvoir s'y essayer. Et eux, c'est Alfa Romeo et Ferrari. Et ce trio turbo qui forme avec Renault, ils vont très vite comprendre qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que les autres concurrents. Parce que tout le reste des écuries, c'est des petits garages. Des structures avec quelques dizaines de personnes qui fabriquent artisanalement des monoplaces. Eux, ils sont là pour la passion de la compétition. Et justement, ça les arrange qu'il y ait des options pas trop chères au niveau des moteurs comme le DFV, parce qu'il n'y a pas un monde où ils auront suffisamment d'argent pour développer le turbo. Donc pour protéger leurs intérêts face aux gros constructeurs, ils vont fonder une petite association qui va viser à tous les représenter, qui s'appelle la FOCA. Parce qu'en face, les 3 gros constructeurs ont plus ou moins la mainmise sur la FISA, qui organise le championnat du monde de Formule 1. Et là, on a sous les bras le plus gros conflit politique de l'histoire de la Formule 1. Concrètement, la FOCA veut 2 choses. Que les coûts de la catégorie soient contenus, donc par exemple en interdisant les turbos, mais surtout que les bénéfices générés par la Formule 1 soient répartis de manière équitable entre toutes les équipes. Et pas 80% pour les gros constructeurs et 20% pour les 15 autres petites écuries. Et en face, il y a la FISA qui a tout intérêt que les investissements des gros constructeurs en Formule 1 soient rentables. Parce qu'ils aimeraient bien qu'après avoir dépensé des millions et des millions dans leur voiture, ils aient au moins un peu plus de chances que les autres de gagner. Rien que ce conflit mériterait une vidéo à part entière. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les gros constructeurs vont réussir à faire un lobby auprès de la FISA qui va leur permettre d'utiliser les turbos en Formule 1. Donc Alfa Romeo et Ferrari, ils vont pouvoir commencer à travailler sur cette technologie et ils vont se rendre compte de plusieurs problèmes. Déjà, un moteur turbo, c'est ultra imprévisible pour un pilote. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le lag. Vous vous souvenez de la turbine dont on a parlé tout à l'heure ? Eh bien, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle tourne vite. C'est pas un souci pour un avion qui fait tourner son moteur assez fort tout le temps. Par contre, dans une voiture, quand il faut prendre un virage, le moteur ralentit beaucoup. Donc comme les gaz d'échappement sortent tout doucement, la turbine tourne très peu. Donc quand tu veux sortir d'une courbe, t'appuies sur l'accélérateur et puis il se passe pas grand chose. Et tout d'un coup, pam, il y a toute la puissance qui arrive d'un coup, sans prévenir. C'est ça le lag. Et ça rend les voitures dangereuses. Parce qu'à tout moment, les pneus arrière se mettent à glisser sous la puissance du moteur et le pilote finit dans le mur. Et c'est pas le seul souci du moteur turbo. Parce que comme il génère beaucoup de puissance, il génère également énormément de chaleur. Donc les pièces à l'intérieur peuvent littéralement fondre, voire exploser. Faut absolument refroidir tout ça. Et les ingénieurs de Ferrari vont avoir une idée complètement folle pour pouvoir y parvenir. Ils vont utiliser de l'essence. Leur technique, c'est de balancer du carburant même quand le pilote accélère pas. Comme c'est un liquide et qu'il arrive d'un endroit plutôt froid, ça refroidit le moteur de l'intérieur. Et il y a même un petit bonus. Avec les températures, ce carburant, c'est fréquent qu'il prenne feu dans l'échappement. Donc on se retrouve avec des voitures qui ont littéralement un lance-flamme à la place des pots. Quand les soucis de chaleur et de fiabilité vont commencer à être réglés, il va rapidement devenir évident que le turbo, c'est la nouvelle méta pour gagner en Formule 1. Mais ces moteurs sont pas encore les meilleurs partout. Déjà, ils sont surtout efficaces sur les circuits où il n'y a pas de virage lent et en altitude. Parce que comme la voiture ralentit moins, il y a moins de lag, et comme l'air y est moins dense, les moteurs qui arrivent à aspirer plus d'air sont plus puissants. Mais ce qui freine les moteurs turbo, c'est que comme c'est plus complexe et que ça consomme plus d'essence, les monoplaces qui en sont équipées sont beaucoup plus lourdes. Et donc les petites équipes qui utilisent encore des moteurs Cosworth ont un vrai avantage. Et ça embête vraiment le trio des turbos. Donc ils vont se débrouiller. Comme ils sont très gros et qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent, ils vont voir la FISA et ils vont ajouter une nouvelle règle. À partir de maintenant, toutes les Formule 1 qui n'ont pas de turbo doivent embarquer 10 kg de lest pour faire le même poids que celles qui en ont un. 10 kg, c'est énorme en Formule 1. Ça fait à peu près 3/10 de seconde par tour. Et même si ça peut sembler pas grand chose, quand tu les mets bout à bout, tour après tour sur une course, tu te retrouves rapidement avec la différence entre la première et la dernière place. Évidemment, la FOCA trouve ça profondément injuste, mais comme c'est la FISA qui organise les courses, ils ont pas vraiment le choix. Parce que s'ils respectent pas cette nouvelle règle, ils peuvent juste plus participer aux courses. Donc faut trouver une solution pour faire avec.
Mais la FOCA a un énorme avantage, c'est que c'est un petit milieu. Donc tout le monde se connaît et tout le monde se respecte. Dans un élan de solidarité comme on en a rarement vu en Formule 1, toutes les petites équipes vont se mettre d'accord pour se réunir et chercher ensemble une faille dans le règlement qui leur permettrait de contourner le poids minimum tout en restant légal. Et justement, ils vont trouver une solution, un réservoir d'eau. Dans le sport automobile, il y a un truc qui est systématique, c'est l'inspection. C'est le moment où tu amènes ta voiture au commissaire pour qu'il puisse la vérifier et s'assurer qu'elle correspond bien aux règles. Et c'est justement lors de cette inspection que la voiture est pesée. Pour tout un tas de raisons, cette inspection, elle se fait avant la course, avec tous les fluides de la voiture. Donc avec le réservoir d'essence, d'huile et de liquide de refroidissement rempli au maximum. Et c'est là qu'il y a la faille. Parce que les petites équipes vont se mettre à remplir un énorme réservoir d'eau pour pouvoir alourdir la voiture et atteindre le poids minimum. Et une fois que la pesée est passée, ils vont simplement vider l'eau sur la piste et hop, ils se retrouvent avec une voiture plus légère. C'est évidemment ultra dangereux, mais c'est légal. Parce que le seul moment où la voiture est en sous-poids, c'est lorsqu'elle roule sur la piste. Et tu peux pas la peser à ce moment-là. Bon, ça va évidemment rapidement se voir. Le truc, c'est que la FISA peut pas vraiment changer les procédures d'inspection comme ça en pleine saison. Mais ceux que ça va le plus énerver, c'est Ferrari, parce que leur voiture est ultra lourde. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont une idée. Ils savent que ce que fait les petites équipes, c'est profondément stupide, et que ça marche juste parce que ça paraît évident que c'est interdit. Alors si la FOCA veut jouer au con, alors eux aussi. Et ils vont y aller très fort. On est au Grand Prix des USA 1982 et Ferrari débarque avec ça. Vous voyez leur aileron arrière là ? Il est absolument énorme et évidemment, ils sont pas du tout censés avoir le droit de mettre ça sur leur voiture. Parce que la largeur de l'aileron arrière est censée être limitée. Sauf que si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a pas un grand aileron, mais deux petits. Sauf que ça change tout. Parce que dans les règles, quand les inspecteurs doivent mesurer les ailerons, ils sont censés mesurer le premier et puis le deuxième. Et comme ils sont tous les deux à la bonne taille et qu'il n'est pas précisé qu'ils n'ont pas le droit d'en mettre plusieurs, ça passe. Mais Ferrari n'est pas si stupide. Ils savent qu'avec ça, ils vont se faire disqualifier. Parce que même si c'est pas précisé que c'est la somme de tous les ailerons arrière présents sur la voiture qui doivent être en dessous de la limite, ça va de soi que tu peux pas faire ça. Maintenant, si la FISA disqualifie Ferrari, alors ils sont obligés de faire quelque chose contre l'histoire des réservoirs d'eau. Donc avec cet aileron, Ferrari a cerné les organisateurs. Ils n'ont plus d'autre choix que de faire quelque chose contre la faille exploitée par la FOCA. Donc même si c'est pas censé être possible, la FISA va faire ce qu'il y a de plus simple. À partir de maintenant, la pesée des voitures, elle se fait avec tous les réservoirs vides. Donc la technique des petites équipes ne sert plus à rien et les moteurs turbo vont devenir quasiment obligatoires. Parce que sans son avantage de légèreté, le Cosworth DFV, il n'a plus aucune pertinence. Et ça va changer beaucoup de choses dans la grille, parce qu'il va y avoir deux nouvelles équipes qui vont être motorisées par des turbos. Déjà, il y a Brabham, qui va être motorisé par BMW, et Toleman, qui va être motorisé par Hart. Et Hart, c'est lui. C'est un mec qui construit des moteurs au fin fond de sa campagne anglaise. Bon, bien sûr, c'est pas un idiot non plus. Déjà, c'est un ancien de chez Cosworth, et pour être tout à fait franc, ça fait quelques années qu'il travaille plus tout seul. Mais c'est pas un grand groupe. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est désormais possible de faire des moteurs turbo pour pas cher. Et à partir de là, ça va complètement partir en couille. À commencer par Tyrrell. Très grande équipe, ça Tyrrell. Mais eux, ils ne veulent vraiment pas du turbo. Et c'est pas le genre d'équipe à se laisser faire. Donc quand les règles vont leur empêcher d'utiliser un liquide pour passer la pesée, plutôt que de juste accepter leur sort et passer au turbo, ils vont trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est des billes de plomb. En gros, ils vont remplir une boîte de billes de plomb qu'ils vont après laisser s'échapper sur la piste pour pouvoir alléger la voiture. Et donc oui, effectivement, on se retrouve bien avec une voiture qui tire des balles de fusil à pompe pendant qu'elle roule. Et le pire, c'est que c'est même pas pour une question de sécurité qu'ils vont tomber. Non, ce qui va déranger la FISA, c'est le fait que le plomb soit enrichi et que donc ça peut être considéré comme une source de carburant annexe. Donc même s'il passe pas du tout par le moteur, c'est interdit. Tyrrell va évidemment être disqualifié et avec eux, les derniers représentants des moteurs sans turbo disparaissent. La FISA a tellement été saoulée par toute cette histoire qu'elle va même bannir les moteurs sans turbo à partir de 85. Surtout que depuis que les moteurs turbo sont devenus méta, il y a plein de nouveaux motoristes qui sont arrivés. Déjà, il y a Honda qui fabrique des moteurs pour Williams. Mais surtout, il y a Porsche qui s'est placé aux côtés de McLaren.
Et les Allemands, ils sont déjà très forts avec les turbos, avec lesquels ils ont remporté 6 fois les 24 heures du Mans. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que Renault a dû partir en Formule 1. Mais les Germaniques ne veulent pas reproduire la même erreur que les Français. Parce que Porsche, c'est une des marques de voitures de sport les plus rentables de l'histoire. Ils ne peuvent pas se permettre de salir leur image avec des moteurs qui explosent. Alors ils vont renommer leur moteur sous une autre marque, TAG. C'est littéralement Porsche qui fait tout. La conception, la fabrication, l'entretien, mais le nom qui a écrit dessus, c'est TAG. Comme ça, s'il y a un moteur Porsche qui casse en Formule 1, c'est pas eux, c'est TAG. Par contre, si ça gagne, là ils feront tout pour que ce soit très clair que c'est Porsche qui est derrière. Et donc à partir de maintenant, on se retrouve avec 15 équipes à moteur turbo, avec 6 d'entre elles qui dépendent de gros constructeurs. Et ces marques, elles vont mettre tout l'argent qu'elles ont dans leur projet turbo. Donc on va se retrouver avec les plus hautes puissances jamais vues en Formule 1. Et comme les équipes ont globalement argent illimité, ils vont pouvoir mettre de côté tout ce qui touche de près ou de loin à la rentabilité. Donc s'ils veulent changer de moteur à chaque fois que la voiture sort du garage, c'est possible. Imaginez-vous, ça veut dire qu'ils installent un moteur neuf sur la grille de départ et une fois que la voiture a franchi la ligne d'arrivée, ils l'enlèvent et ils le jettent. Et tant qu'à faire cette logique, ils vont pas uniquement l'appliquer à la course. Parce que sur circuit, l'ordre de départ des Grands Prix est déterminé par les qualifications. C'est une épreuve où le but est de réaliser le meilleur temps chrono possible sur un tour. Donc c'est un moment où les pilotes et les voitures sont poussés au maximum. C'est un sprint très court et très intense. Et dans ce genre d'exercice, le moindre millième perdu, ça peut vous faire tomber dans le classement. C'est exactement pour ça que vont commencer à apparaître les moteurs de qualif. Concrètement, c'est des moteurs de Formule 1 sous stéroïdes qui sont conçus pour tout donner sur seulement quelques kilomètres avant de s'auto-détruire. Et là, on se retrouve avec des Formule 1 qui développent plus de 1000 chevaux. Et comme si ça suffisait pas, il y a BMW qui va mettre toutes leurs économies dans un moteur qu'ils vont appeler le Mégatron. De base, il s'appelle le M1213 et c'est un tout petit 4 cylindres qu'ils ont utilisé dans plein de voitures de course. Et sa grosse qualité, c'est qu'il est ultra solide. Donc ils vont en profiter, ils vont coller un énorme turbo juste à côté, lui faire engloutir toute l'air qu'ils peuvent jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 tours, ils fassent fondre le bloc. Maintenant, le Mégatron, il développe au moins 1200 chevaux. Avec, les Arrows et les Brabham vont pouvoir atteindre plus de 350 km/h au bout des lignes droites. C'est à l'époque les plus hautes vitesses jamais enregistrées en Formule 1. C'est un moteur tellement violent qu'à l'époque, c'est impossible de calculer sa réelle puissance. Parce que le banc sur lequel BMW l'a testé a été détruit sous sa puissance. Et encore aujourd'hui, on a du mal à savoir si à son prime, le Mégatron sortait 1400, 1600, voire même 2000 chevaux. Et c'est même pas un cas isolé. Honda, leur V6 faisait 1200 chevaux. Pareil pour Renault qui avait réussi à le pousser à 1250. Et même Ferrari, Porsche, Ford ou encore Alfa Romeo avaient largement passé la barre des 1000. Et pour la FISA, ça commence à faire vraiment beaucoup, donc ils vont essayer de mettre en place des règles pour endiguer la course à la puissance. Le premier truc qu'ils vont tester, c'est de limiter la taille des réservoirs d'essence. Ça, c'est juste pour éviter que les voitures se baladent avec 300 kg d'explosifs dans leur réservoir. Mais ça va pas suffire, parce que les équipes vont juste s'arrêter plus souvent au stand. Alors en réponse à ça, la FISA va interdire les ravitaillements pendant les courses. Comme ça, les voitures sont obligées de consommer moins d'essence et donc d'aller moins vite. Sauf qu'évidemment, les équipes vont trouver une solution. Leur technique, ça va être de stocker le carburant à très très faible température. Quand elle est à faible température, l'essence en tant que liquide est beaucoup plus dense. Donc ils peuvent mettre davantage de carburant dans les réservoirs. Mais ceux qui vont vraiment abuser de ça, c'est Brabham. À ce moment-là, ils sont motorisés par BMW. Et en lisant les règles, ils vont se rendre compte que, bien que le volume de carburant soit limité, il n'est pas précisé qu'ils sont obligés d'utiliser de l'essence. Alors ils vont utiliser autre chose qui s'appelle du toluène. Concrètement, c'est un carburant pour fusée. Et s'il était utilisé dans le spatial, c'est parce que sa densité énergétique est 50% plus élevée que celle de l'essence. Ça veut dire qu'avec la même quantité de liquide, tu génères 50% plus de puissance. Par contre, c'est ultra toxique. Et surtout, ça prend feu très facilement. Mais pas exactement de la même manière que de l'essence classique. Parce que quand ça brûle du toluène, c'est invisible. Donc on se retrouve avec des mécaniciens qui portent des masques à oxygène dans les stands et qui parfois s'agitent de manière erratique parce qu'ils sont pris par un feu invisible. Et tout ça, c'est rien à côté des risques que prennent les pilotes au volant des voitures. Et ça va commencer à vraiment se voir. Parce qu'à cette époque, le public va assister à de plus en plus d'accidents très spectaculaires. Il y a tellement d'accidents graves que les line-up des équipes changent quasiment tous les grands prix pour remplacer ceux qui sont morts ou blessés.
Pour donner un exemple, rien qu'en 82, Ferrari va d'abord perdre Jacques Villeneuve lors du Grand Prix des Pays-Bas, le remplacer par Patrick Tambay, juste 2 courses avant que l'autre pilote, Didier Pironi, brise sa carrière après une sortie de piste lors du Grand Prix d'Allemagne. Et donc ils vont devoir le remplacer par Mario Andretti. C'est une période où le sport automobile tout entier a complètement perdu la raison. Et pour la Formule 1, paradoxalement, c'est un seul événement qui va tout faire basculer. Elio De Angelis est un pilote italien très prometteur et en 86, il pilote pour Brabham. C'est la première fois qu'il est au volant d'une voiture qui peut le rendre champion du monde et tout le monde est super content pour lui. Parce qu'Elio c'est un gentil, un des derniers représentants des gentleman drivers. C'est un gars toujours très fair-play, qui respecte tout le monde et surtout qui est respecté. Et en plus de ça, Elio, on l'appelle le pianiste parce que c'est un virtuose qui joue du piano comme personne. Ce qui fait qu'il est apprécié même en dehors du monde du sport automobile. Sauf que le 15 mai 86, lors d'essais au Paul Ricard, Elio meurt brûlé vif sous sa voiture après une défaillance de l'aileron arrière de sa BT55 dans les S du premier secteur. Et cet événement, il arrive moins de 2 semaines après la mort d'Henri Toivonen et Sergio Cresto, un équipage de rallye tout aussi apprécié, tué pendant le Tour de Corse. Donc le monde entier va pointer du doigt le manque évident de sécurité en sport automobile. Et en Formule 1, pour eux, le responsable, c'est la FISA. Et encore une fois, cette organisation se retrouve bloquée. Parce que d'un côté, il y a le public et les pilotes qui les jugent responsables de tous ces accidents, et de l'autre, il y a les constructeurs qui les payent des fortunes pour pouvoir garder leur moteur turbo qui engendre tous ces risques. Mais cette fois-ci, la pression du public est trop forte. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est lever l'interdiction des moteurs sans turbo pour la saison 87. Et pour être certain qu'il y ait des équipes qui soient intéressées, ils vont même aller jusqu'à créer un second classement pilote et un second classement constructeur, uniquement réservé à ces voitures sans turbo. Donc en 87, tu pouvais être champion du monde de Formule 1 en ayant terminé 7e du championnat. Et puis surtout, la FISA va mettre en place ce qu'ils auraient dû faire depuis le départ, contrôler la pression maximale des turbos pour pouvoir limiter la puissance des moteurs. Pour faire simple, la pression du turbo, c'est la quantité d'air qu'il peut aspirer. Donc plus tu la réduis, moins le moteur va sortir de chevaux. Donc en 89, après 1 an de domination sans partage d'Ayrton Senna et d'Alain Prost avec leur McLaren à moteur atmosphérique, les moteurs turbo qui ont été énormément affaiblis deviennent interdits. Et avec ce ban, l'ère des turbos s'achève en Formule 1. Ce qui avait commencé comme une expérimentation dans des bureaux d'études français s'est transformé en une décennie de démesure où la puissance des moteurs n'avait d'égal que les risques encourus par les pilotes. Alors oui, les années 80 représentent aussi bien l'âge d'or que la période la plus sombre du sport automobile. Mais avoir appris de ces cicatrices en est sans doute la plus belle victoire. Dans une discipline où on cherche toujours à danser avec les limites, éloigner le danger est le meilleur moyen d'atteindre de nouveaux sommets. Car en sport auto, tout peut arriver, et c'est souvent ce qui se passe.